Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Reichstag, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès-France, maître de conférences associé à l'Université de Paris spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Noé Da Silva de France Info. Les Hongrois votent ce 12 avril pour les élections législatives. Depuis 16 ans, le pays est dirigé par Viktor Orban. Son gouvernement est dans le viseur de l'Union européenne qui a déjà suspendu une partie des fonds en raison d'inquiétudes liées à l'état de droit ou encore à la corruption. Mais cette fois, le Premier ministre aborde le scrutin dans un contexte plus incertain. Les sondages lui sont moins favorables. En campagne, il a agité la menace d'ingérence étrangère visant notamment l'Ukraine avec Zelensky, tout en recevant dans le même temps le vice-président américain. Figure incontournable de la complosphère, Viktor Orban fascine autant qu'il inquiète. Pourquoi ? C'est le 107e numéro de Complorama. Je demande au président Zelensky d'ordonner immédiatement à ses agents de rentrer chez eux et de respecter la volonté des Hongrois. À l'approche du jour des élections, le président Zelensky a transformé la Hongrie en zone d'opération des services secrets ukrainiens. Il a activé les agents qu'il avait précédemment infiltrés dans la politique hongroise et il travaille à plein régime. Des espions ukrainiens et des informaticiens payés par les Ukrainiens entrent et sortent du parti de Syriza. Il n'y a jamais eu en Hongrie d'élection dans laquelle les services de renseignement étrangers soient intervenus aussi profondément. C'était donc Viktor Orban, Premier ministre hongrois, en pleine campagne électorale avec l'un de ses thèmes favoris, le complot venu de l'étranger. Et cette fois, il accuse Volodymyr Zelensky et l'Ukraine, Tristan. Et oui, il faut rappeler que le sujet de l'Ukraine est évidemment central dans sa communication politique, dans la communication politique d'Orban, depuis au moins le début du conflit avec la Russie. Et Orban a évidemment une proximité idéologique avec Poutine, et qui est déjà bien documentée, et qui l'encourage évidemment à attaquer Zelensky, particulièrement depuis février 2022. Il faut dire aussi que, et on vient de le dire à l'instant, Orban a reçu à Budapest, donc le 7 avril, le vice-président américain J.D. Vance, qui lui-même a dénoncé l'ingérence ukrainienne dans les élections à la fois aux États-Unis et en Hongrie. Et ce même J.D. Vance, qui, on le rappelle aussi, est une voix particulièrement virulente contre Zelensky. On se rappelle de cet épisode absolument effarant de l'humiliation de Zelensky à la Maison-Blanche le 28 février 2025. Pour du costume, c'est ça Et oui, la fameuse épisode du costume et cette humiliation publique sur les chaînes publiques de la planète. Donc depuis quelques mois, on voit effectivement Orban qui, semble-t-il, accentue ses attaques contre Zelensky à mesure évidemment qu'on s'approche des échéances électorales. C'est une véritable stratégie, clairement, de sa part. Une stratégie parce qu'il doit penser que c'est quelque chose qui est porteur au niveau électoral. Et quant au contenu de son discours, on a l'impression simplement qu'il a remplacé ses cibles habituelles, c'est-à-dire Bruxelles, l'Union européenne, le lobby LGBT, et par effectivement Zelensky, qui joue dans ce moment-là le rôle du grand orchestrateur d'un complot contre la Hongrie d'Orban, avec pour objectif évidemment de le faire perdre au profit des globalistes, du fameux système des bureaucrates de Bruxelles ou de l'État profond. Je t'ai vu réagir, Rudy, pendant que Tristan parlait. Oui, parce qu'on ne peut pas ne pas penser à cet autre épouvantail agité pendant des années par Viktor Orban, celui de George Soros, ce milliardaire philanthrope américain d'origine hongroise, qui a été accusé de tous les maux du pays, mais vraiment depuis une vingtaine d'années, quoi. Mais ce qui me frappe, vraiment, c'est l'inversion accusatoire. C'est le fait de faire passer Peter Magyar, qui est le challenger d'Orban dans cette élection, pour une marionnette de l'Union européenne, des élites globalistes et de l'Ukraine. C'est vraiment comme ça qu'il est présenté, alors même que la collusion de Viktor Orban avec le Kremlin, elle est notoire. On a eu récemment une enquête du Washington Post qui a montré que le ministre des Affaires étrangères d'Orban, Peter Szijjártó, informait en temps réel son homologue russe, Sergueï Lavrov, de la teneur des échanges au sein du Conseil des Affaires étrangères de l'UE,
pour lui en rendre compte. Il agissait comme une taupe, vraiment. Il retranscrivait des discussions confidentielles, des pistes d'action possibles pour Moscou. Et on dispose même d'un enregistrement d'une conversation téléphonique entre les deux hommes qui date de août 2024, où Lavrov demande à ce que la sœur d'un oligarque proche de Poutine soit retirée de la liste des personnalités russes sanctionnées par l'Union européenne. Et le ministre hongrois s'exécute avec une servilité assez déconcertante. Et puis, ce n'est pas tout. On a même des équipes russes qui viennent à Budapest apporter un soutien direct à Orban. On a des services européens qui ont même authentifié un document du renseignement extérieur russe dans lequel il est question d'un plan qui s'appelle Game Changer, qui prévoit une fausse tentative d'assassinat contre Orban afin de le faire gagner la sympathie de l'opinion. Donc en fait, une machination, un complot, une manipulation de l'opinion. Donc là, on a des indices très concordants d'une compromission majeure d'Orban avec une puissance hostile à l'Union européenne et d'une compromission aussi avec une pratique politique qui relève de la conspiration pour le coup. Et puis cette idée que l'Union européenne cherche à faire perdre Orban, il en a été question donc cette semaine avec la venue du vice-président américain J.D. Vance, on l'a dit. Il a parlé donc carrément d'ingérence de Bruxelles. Je vous propose de l'écouter. Part of the reason why we're here and part of the reason why the President of the United States sent me here is because that we think the amount of interference that's come from the bureaucracy in Brussels has been truly disgraceful. Voilà, c'est très court. Il dit une partie de la raison pour laquelle nous sommes ici en Hongrie et pour laquelle le président des États-Unis m'a envoyé est que nous pensons que le niveau d'ingérence venant de la bureaucratie de Bruxelles a été véritablement scandaleux. Tristan, n'est-ce pas là de l'ingérence américaine ? Oui, là on a un discours qui est franchement donc tenu par J.D. Vance à Budapest le 7 avril et qui est absolument incroyable. On a donc le vice-président américain qui dit explicitement avoir été envoyé par Trump pour dénoncer une supposée ingérence de Bruxelles, tout en appelant explicitement, il le fait d'ailleurs à d'autres moments de son intervention, en appelant explicitement à la réélection d'Orban, à quelques jours évidemment du scrutin. Alors au-delà de ça, ce que ça révèle surtout, c'est une convergence idéologique extrêmement forte avec l'Amérique de Trump. Il partage d'ailleurs assez clairement le même adversaire, à la fois politique et symbolique, c'est l'Union européenne. Ils sont tous les deux à charge contre l'Union européenne. Et puis ça dit aussi quelque chose d'assez important sur cette élection, c'est que cette élection, clairement, elle dépasse largement le cas de la Hongrie, tout simplement parce que, effectivement, les États-Unis se sentent contraints ou obligés d'envoyer une figure centrale, donc le vice-président J.D. Vance, de venir en soutien en Hongrie. Et tout simplement parce que Orban est perçu comme un pion absolument central dans la stratégie américaine de détricotage de l'Union européenne. Rudy, quelle est l'empreinte finalement conspirationniste de ce vice-président américain, J.D. Vance ? Alors il faut être honnête, en matière de complotisme, il n'arrive pas à la cheville de Donald Trump. Mais c'est tout de même son vice-président, il a fait un ticket avec lui, il a été élu avec lui, et il souscrit notamment au mensonge selon lequel Trump se serait fait voler l'élection de 2020 par exemple. C'est pas tout. Il y a quelques mois, la chef de cabinet de Donald Trump, Susie Wiles, avait décrit Vance comme un théoricien du complot depuis 10 ans. Donc il avait été interrogé par la presse sur le sujet et il avait reconnu qu'il était parfois complotiste, mais en expliquant qu'il ne croyait qu'aux théories du complot qui sont vraies. Il a dit aussi que les théories du complot étaient juste des infos vraies avec 6 mois d'avance, qui est une antienne bien connue de la complosphère. Alors bien sûr, Vance, il a repris à son compte la rumeur sur les immigrés haïtiens qui voleraient des chiens et des chats. Bien sûr, il a dans son équipe le fils de Tucker Carlson, l'un des pires complotistes américains de l'époque. J.D. Vance, il a aussi qualifié le complotiste Alex Jones, qui est l'un des plus toxiques du monde, de truth teller, c'est-à-dire de diseur de vérité. Mais plus qu'un complotiste, je dirais que Vance, c'est un compagnon de route de la complosphère, c'est un conspi-friendly. C'est quelqu'un qui s'attache à légitimer le complotisme plutôt que quelqu'un qui raisonne réellement à partir de ces catégories-là. Je dirais qu'il a un rapport opportuniste, en fait, au complotisme, un peu, en fait, comme Orban. Finalement. Chez nous aussi, on a quelqu'un qui dénonce l'Union européenne, qui voudrait annuler, ou en tout cas avoir un rôle sur les élections législatives hongroises, comme en Roumanie. C'est même officiel, c'est le terme qu'a employé Philippe de Villiers. Oui, Philippe de Villiers nous dit que Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron ont déjà lancé l'idée d'annuler les élections en Hongrie si Viktor Orban venait à remporter les prochaines élections. Il nous dit ils vont refaire le coup de la Roumanie si Orban gagne, c'est officiel. Non, c'est surtout n'importe quoi. Personne n'a prévu d'annuler les élections en Hongrie si Orban
Orban gagne. Il a déjà gagné plusieurs fois avant. Et puis de toute façon, ils n'ont pas le pouvoir, ni Ursula von der Leyen, ni Emmanuel Macron, à supposer même qu'ils en auraient l'intention. Donc on est là sur un délire d'ingérence imaginaire de l'Union européenne, en mélangeant tout pour créer une sorte de rideau de fumée et essayer de rendre la chose crédible. Villiers, il n'en est pas à son premier dérapage conspirationniste, c'est le moins qu'on puisse dire. Il évoque le cas de la Roumanie et en particulier de l'élection présidentielle roumaine de décembre 2024, dont le premier tour avait été annulé. Mais ce premier tour, il a été annulé, par la Cour constitutionnelle roumaine, c'est-à-dire par une institution nationale, pas par Bruxelles, encore moins par une autre puissance européenne, et 2, en conformité avec la constitution roumaine qui prévoit ce cas de figure, l'annulation, si les élections sont truquées ou insincères, ce qui était le cas, puisqu'elles avaient été la cible d'une ingérence russe documentée par les services de renseignement roumains. Donc c'est un acte souverain d'un pays souverain, ce qui s'est passé en Roumanie. Et il faut dire aussi qu'une nouvelle élection présidentielle avait été organisée quelques mois plus tard, en mai 2025. Et la question du complot électoral, c'est un thème qu'on retrouve très souvent dans les discours populistes, Tristan. Oui, puis on en a souvent parlé ici, à ce micro. Les périodes pré- et post-électorales sont souvent propices à ce type de complotisme. On a un mécanisme qui est assez classique. Plutôt que d'accepter une possible défaite électorale ou d'expliquer qu'un échec par un rejet des électeurs, eh bien, on va essayer de construire l'idée qu'il y a un complot, une manipulation orchestrée par des ennemis plus ou moins identifiés. Ça dépend les récits. Ça permet de remettre en cause à la fois les résultats après et de maintenir une mobilisation avant. Et là-dessus, il faut quand même évidemment insister sur le fait que Trump a évidemment un rôle précurseur fondamental. C'est lui qui a largement contribué à banaliser ce type de complotisme électoral, surtout évidemment après l'élection de 2020, où il a propulsé véritablement le complotisme électoral à un niveau inédit jusque-là. Il a popularisé un dispositif politique que d'autres ont essayé évidemment de mettre en œuvre. On pense évidemment à Bolsonaro au Brésil, par exemple, avec beaucoup moins de succès, vu qu'il a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Et Orban, aujourd'hui, ne fait rien d'autre que d'appliquer cette même recette, mais on verra si ça lui réussit. Viktor Orban est donc une figure très présente dans la complosphère internationale qui vient aussi, cette complosphère, en Hongrie. Le CIPAC, qui est une manifestation américaine qui a lieu aux États-Unis, eh bien depuis 2022, il y a un CIPAC organisé en Hongrie sous le patronage de Viktor Orban. On y entend des personnages comme Jack Posobiec. Ici, c'était en avril 2024, c'était avant l'élection de Trump. People like Joseph McCarthy in America, the heroes of anti-communism. Des gens comme Joseph McCarthy en Amérique, les héros de l'anticommunisme sont les héros de l'humanité. Et je conclurai par ceci, le plus grand coup que nous puissions porter à la gauche mondiale viendra dans 6 mois aux États-Unis d'Amérique, lorsque nous renverrons le plus grand président de l'histoire moderne américaine à la Maison-Blanche pour achever le travail qu'il a commencé en 2016, lorsque nous réélirons Donald Trump. Donald J. Trump. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Hongrie, que Dieu bénisse Viktor Orban, que Dieu bénisse la civilisation occidentale. Merci. Tristan, avant de revenir sur ses propos, peut-être un mot sur le CIPAC, justement. Oui, il faut rappeler que le CIPAC, c'est quand même les plus grandes conférences du mouvement ultra-conservateur américain. À la base, comme tu le disais, ça se tient plutôt aux États-Unis, mais il y a maintenant des déclinaisons à l'international, et notamment en Hongrie, qui se tiennent maintenant chaque année depuis 2022. Et lors de l'édition hongroise de 2024 qu'on vient d'entendre à l'instant, eh bien, on vient d'entendre Jack Posobiec, qui est vraiment une figure complotiste de premier plan aux États-Unis, qui a été par exemple l'un des principaux promoteurs de la théorie du Pizzagate, les fameuses élites pédosatanistes démocrates américaines, et qui appelle, on vient de l'entendre ici, donc à Budapest, il l'appelle clairement à l'élection de Trump, et il termine son discours par un « que Dieu bénisse Orban ». Donc là, on a vraiment une illustration, je trouve, assez spectaculaire du lien véritablement organique
qui existe entre la magasphère complotiste américaine et Orban. Et ces conférences en Hongrie sont vraiment installées dans le paysage aujourd'hui. Et la dernière édition, la 5e, a eu lieu il y a quelques semaines à peine, le 21 mars dernier à Budapest. Mais Orban est aussi invité aux États-Unis comme une personnalité de premier plan dans les différents CPAC américains. Et il a été invité par exemple en 2022 où il s'est fait particulièrement remarquer, il a fait le buzz comme on dit, aux États-Unis avec une sortie, et là je vous la livre telle quelle, où il explique que nous n'avons pas besoin de plus de genre, nous avons besoin de plus de Rangers, moins de drag queen et plus de Chuck Norris. Il avait fait un buzz absolument spectaculaire aux États-Unis avec cette formule. Et au-delà du noyau trumpiste, Orban, évidemment, fascine aussi toute une partie de la complosphère américaine. Tucker Carlson, particulièrement, qui l'a interviewé à plusieurs reprises en 2023 et en 2025 en lui offrant une assiette de visibilité phénoménale, des millions et des millions de vues sur X notamment. Et plus récemment encore, on a Elon Musk, qui est une figure complotiste également, qui lui-même, le 6 avril dernier, donc tout récemment, a salué la politique anti-immigration de la Hongrie à quelques jours des élections. Et justement, Orban est aimé par la complosphère. Il est invité de plusieurs grandes figures de la complosphère à travers le monde, dans les émissions, dans les podcasts. Mais Rudy, il est aussi aimé par les jeunes, celle que Tristan pourrait appeler la génération Musk. Et il est question de Mario Naufal, qui a récemment reçu Orban. C'était le 25 mars dernier. Oui, ça dit quelque chose. C'est un influenceur australo-libanais, Mario Naufal. Donc on se dit, qu'est-ce que le Premier ministre hongrois va faire chez ce type-là ? En fait, Mario Naufal, c'est quelqu'un qui est très présent sur X avec 3,3 millions de followers. Donc c'est absolument considérable. Il prend comme un journaliste citoyen et sa spécificité, c'est de faire des interviews très complaisantes, sans contradiction, avec des dirigeants ou des figures autoritaire. Il a reçu Loukachenko, Sergueï Lavrov, Paul Kagame, ou encore Georges Simion, qui est le candidat nationaliste roumain, et donc aussi, il y a quelques jours récemment, Viktor Orban. C'est quelqu'un qui relaie plusieurs figures de la complosphère antisémite comme Candace Owens ou Andrew Tate, et sa proximité avec l'extrême droite internationale est assez nette, et vraiment il apparaît, ce vlogueur, ce vidéaste, comme un rouage important de la diffusion des idées complotistes, en particulier sur X. Alors on vient de l'évoquer, Viktor Orban bénéficie d'une forte popularité au sein de la complosphère. Finalement, pour quelles raisons ? Est-ce que cette adhésion s'explique en partie par son parcours, Tristan ? Oui, il a un parcours assez atypique. À la base, il vient en fait, il est plutôt un ancien libéral, un anticommuniste et un pro-européen. Il a même été financé par l'Open Society de George Soros dans sa jeunesse. Et puis, il opère un virage assez net, graduel, de 180 degrés, autour des années 2000. Aujourd'hui, il peut se présenter un peu comme quelqu'un qui connaît parfaitement ses adversaires idéologiques parce qu'il vient de leur milieu à l'origine. Mais ce qui explique surtout son succès dans la complosphère aujourd'hui, c'est sa capacité vraiment à capter l'air du temps, des sujets tendances dans la complosphère internationale. Il sent ce qui va un peu buzzer, donc il est vraiment focalisé sur le souverainisme, le nationalisme, le nativisme, le globalisme, l'anti-immigration, la panique morale autour des questions LGBT, les discours anti-UE, anti-Ukraine. Il a su vraiment surfer sur ces sujets tout en s'attaquant et en instrumentalisant les contre-pouvoirs de son propre pays. Il a réussi à prendre le contrôle de l'administration, de la bureaucratie. Il a modifié la Constitution pour qu'elle lui soit favorable, notamment sur le terrain électoral. Bref, il a mis en place un véritable régime illibéral. Au fond, Orban, c'est à la fois un discours et une méthode qui jusque-là ont bien fonctionné. C'est précisément d'ailleurs ce succès qui le rend aujourd'hui aussi attractif au niveau international, comme un modèle même aux États-Unis. Le tout, c'est de savoir si tout ça tiendra. Son discours, pour l'instant, porte essentiellement sur l'international, mais aussi sur le national. Son complotisme est aussi national.
Et ce qui est intéressant, c'est que Peter Magyar, le principal rival dans cette élection de Viktor Orban, il a fait un peu le chemin inverse. C'est quelqu'un qui était un proche d'Orban et qui, lui, est toujours d'ailleurs plutôt souverainiste, nationaliste, conservateur, mais il est pro-occidental. Il est pour le rétablissement des liens et des aides de l'UE et surtout, il est pour l'établissement de l'état de droit. Et donc, c'est un espoir, en tout cas pour ceux qui s'opposent depuis une quinzaine d'années à Orban en Hongrie. Pour revenir sur le succès d'Orban, est-ce qu'il s'explique aussi par la porosité de la Hongrie aux thématiques complotistes ? Il n'est pas interdit de le penser. Alors la question, toujours celle de l'œuf et la poule, est-ce que c'est Orban qui est le symptôme du complotisme hongrois ou est-ce que c'est le complotisme en Hongrie qui est le symptôme de 15 ans de gouvernement Orban ? En tout cas, on a une enquête qui date de 2024, la plus récente, menée par un think tank hongrois qui est bien connu, qui s'appelle Political Capital, et qui montre que 72% des sondés hongrois approuvent l'énoncé suivant: il existe des organisations secrètes qui influencent fortement les décisions politiques. 57% approuvent l'idée que la population autochtone européenne serait remplacée par les immigrés selon une grande stratégie. Ça, c'est vraiment la version complotiste de ce qu'on appelle le grand remplacement. C'est un thème qui est très largement utilisé par Viktor Orban. Pour lui, c'est un plan carrément de Bruxelles pour noyer et détruire la nation hongroise. Il le dit comme ça. On a 67%, donc 2/3 des Hongrois qui approuvent l'idée que les compagnies pharmaceutiques cachent des remèdes pour des raisons commerciales, et 62% qui approuvent l'affirmation sur laquelle l'Ukraine aurait auparavant commis un génocide contre la minorité russe vivant sur son territoire, ce qui expliquerait la guerre et l'invasion russe ensuite. Les auteurs de cette étude indiquent que la société hongroise présente une susceptibilité chronique aux récits complotistes et de désinformation, et encore plus marquée en Hongrie qu'en République tchèque ou en Slovaquie. Avant de se quitter, Tristan, un mot de conclusion ? Oui, clairement, cette élection, au fond, c'est un vrai crash test pour ce modèle politique basé sur le complotisme. Et on a deux scénarios possibles. Donc, soit les électeurs décident de mettre un coup d'arrêt, et là, le message sera assez clair. Bien au-delà du pays concerné, le complotisme comme manière de gouverner, eh bien, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Soit, au contraire, ils reconduisent ce modèle, et dans ce cas, le signal sera beaucoup plus inquiétant. Ça voudra dire que les populistes d'aujourd'hui et de demain, que pour eux, effectivement, le complotisme peut être une stratégie efficace pour conquérir et garder le pouvoir. Autrement dit, ce qui se joue ici dépasse largement cette élection. Ça dit quelque chose de la solidité de nos démocraties face à la manipulation complotiste. Réponse dans quelques jours. Merci Tristan, merci Rudy, merci à l'équipe du jour, au son Alex Comassa, à la vidéo Cyril Balta, Thomas Eliès, Andrei Janos. Car oui, vous nous retrouvez également en vidéo sur la chaîne YouTube de France Info. C'était le 107e numéro de Complorama. À bientôt.